Je vous présente aujourd'hui notre 543e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Nous allons apprendre dans quelques instants, dans quelques heures même, que vous ne déférez pas une convocation d'un magistrat instructeur, la juge Claire Thépaut en l'occurrence, parce que vous contestez la validité d'une levée d'immunité parlementaire qui aurait été un des derniers actes accomplis par le Parlement européen dans votre longue carrière, 35 ans de député européen. Oui, je rappelle d'ailleurs que j'ai été l'objet de 9 levées d'immunité parlementaire, dont 3 m'ont été favorables et 6 défavorables. Bon, c'est dire que la justice dans ce domaine a fait preuve d'un zèle exceptionnel à l'égard d'un leader parlementaire de l'opposition, et qu'il est toujours resté, il faut le dire. Alors en effet, j'ai contesté la légalité de cette levée d'immunité parlementaire, et dans une instance qui verra le jour sans doute dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on ne sait jamais avec la justice française. Elle est non seulement les yeux bandés, mais en plus de ça, elle a mal aux pieds. En plus, généralement, vous déférez à ce type de convocation. Oui, généralement oui, mais vous là... Vous ne cherchez pas à vous soustraire de la... Non, pas du tout, je ne cherche pas à me soustraire, mais je cherche à défendre mes droits. Et les droits des citoyens dont je suis le représentant légal. Donc Madame Thépaut attendra. Madame Thépaut, que je regrette de ne pas pouvoir connaître, mais j'aurai l'occasion de la voir, j'espère, dans quelques semaines ou quelques mois. Alors, retour sur la plateforme internationale en Israël, où le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, sort vainqueur des élections législatives. Quelle est votre impression? Pourquoi aujourd'hui est-ce que donc l'image de ce pays semble avoir pris une ampleur plus qu'internationale, et notamment avec un soutien plus qu'affiché de la part du président russe Vladimir Poutine? Oui, en l'occurrence, je pense qu'Israël réagit de façon de plus en plus énergique, le peuple israélien, si j'ose dire, compte tenu d'une menace grandissante et qui est liée au phénomène démographique, c'est que tout l'environnement est constitué par des Arabes considérés comme hostiles, a priori, et dangereux, et c'est probablement ce qui a fait le succès pas tout à fait inattendu, mais quand même, du Likoud, qui n'était pas, je crois, donné dans les sondages comme venant en tête, ce qui prouve qu'il faut se méfier des sondages. A priori, il ne faut pas les croire comme article de loi. Article de foi, pardon. Et en l'occurrence, je pense que la victoire de Netanyahou prouve la volonté des citoyens israéliens d'assurer en priorité leur défense, parce qu'il faut reconnaître que c'est un État très menacé, même s'il a reçu, et de façon un peu inopinée en tous les cas, le soutien de la Russie de M. Poutine. Vous pensez toujours que pour l'avenir de la paix, il faut 2 États, un État palestinien et un État israélien? Oui, je n'ai pas changé, mais pour l'instant, il n'y a pas d'État palestinien. Il y a en revanche un État d'Israël qui est fortement centralisé et conscient de ses risques. Alors, placé sous bracelet électronique, Jérôme Cahuzac n'ira pas en prison. En revanche, Carlos Ghosn y retourne au Japon. Alors, c'est quand même 2 poids de mesure. Oui, mais on n'est pas dans le même pays. Il faut reconnaître, la France n'est pas le Japon et nous n'avons pas tout à fait les mêmes conceptions de la justice ni de la procédure pénale. Bon, en l'occurrence, Cahuzac a été mis sous bracelet électronique, c'est-à-dire en liberté presque totale, enfin relative quand même, tandis que Ghosn est à l'étranger, au Japon, alors qu'il dirigeait, je le rappelle, un consortium Renault-Nissan, et même Mitsubishi, je crois. En perspective, oui. En perspective. Et par conséquent, il y a là un règlement de compte dans lequel, sans doute, les éléments économiques jouent un très grand rôle. Et le gouvernement nippon et la législation nippone ne sont pas particulièrement favorables
aux inculpés, surtout quand ils sont européens. Alors dans le cas de Jérôme Cahuzac, on pourrait peut-être noter, parce que vous l'avez dit dans le passé, qu'à partir des turpitudes accomplies par M. Cahuzac, il en est résulté la création d'un parquet financier pour la transparence de la vie publique qui s'est tout de suite intéressé à des personnalités de droite pour faire oublier les turpitudes socialistes. Et presque exclusivement de droite. Et vous en fûtes un objet attentif de cet intérêt-là pour cette nouvelle instance judiciaire. Absolument, c'est-à-dire que nous sommes victimes d'une opération politicienne qui vise la droite alors que c'est la gauche qui était impliquée et c'est la droite qui est touchée. Ça me rappelle la chanson « Visa le blanc, toucha le noir ». Alors, au niveau de l'Union européenne, il semblerait que la France et l'Allemagne discutent en faveur, leur discussion en tout cas avance en faveur d'un Brexit soft ou alors un no deal. Et en tout cas donnerait à Theresa May une année de plus pour pouvoir réfléchir, pour se décider. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est un imbroglio extraordinaire. Oui. Et comme ceci se télescope en quelque sorte, si j'ose dire, avec les élections européennes, on ne voit pas très bien ce qui va en sortir. Bon, il semble qu'il y avait une majorité britannique pour sortir de l'Europe. Évidemment, toutes les forces européistes se sont liguées pour essayer de revenir sur cette décision. Et ce qui est d'ailleurs la position adoptée par Mme May elle-même, qui est chargée de défendre le Brexit tout en étant adversaire. Bref. Et alors, je dois dire que il me semble que Mme May joue la montre et qu'elle va sans doute obtenir les délais qu'elle sollicite, ce qui veut dire qu'il y aura sans doute des candidats britanniques aux élections européennes. Voilà, c'est la conclusion que j'en tire. Ce qui fait, en France en tout cas, redescendre le nombre de sièges pour les députés français de 79 à 74. 74 ou 13, oui. Qui était le chiffre précédent. Je dois dire que comme je ne ferai plus partie de cette assemblée, je dois dire que je prends un peu de distance. Donc l'un de ces 5 sièges est peut-être le vôtre, vous vous en fichez finalement. Oui. Alors avez-vous visionné le compte-rendu devant l'Assemblée nationale du grand débat par le Premier ministre Édouard Philippe? Et si oui, que vous a-t-il inspiré? Écoutez, je crois que M. Philippe et M. Macron se sont mis avec cette histoire de grand débat dans une position très dangereuse. C'est un petit peu comme si on demandait à un petit garçon fais-nous la liste de ce que tu désirerais que t'apporte le Père Noël. N'est-ce pas? Alors évidemment, la liste est très longue, car le petit garçon a beaucoup d'envie, et puis il ajoute même une tartine de confiture. Et on lui répond, eh bien c'est ça, tu auras la tartine, mais sans confiture, car il n'y en a pas. Bon. Alors autrement dit, la présentation par le Premier ministre du déroulement de l'opération en faveur de M. Macron me paraît un exercice de fil de ferriste, et pour l'un et pour l'autre, parce que, en effet, demander aux Français ce qui ne va pas et ce qu'ils souhaitent, c'est en effet se mettre dans la situation de quelqu'un qui va se voir juger sa politique et en même temps qui est dans la totale impossibilité de répondre aux desiderata populaires. Voilà, ça me paraît clair. Par conséquent, là, M. Macron, je crois, a du souci à se faire, ce qui expliquait d'ailleurs l'embarras relatif des propos de M. Philippe, le Premier ministre. Vous pensez toujours que la solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale avec un scrutin proportionnel, intégral ou légèrement corrigé pour en finir avec ce débat et que tout le reste sera décevant? À condition de bien préciser, quand on parle de proportionnel, parce que certains en parlent de façon relative, limitée ou totale. Il est bien évident que pour avoir une vue de ce que pensent les Français, il convient d'avoir un changement de mode de scrutin, un scrutin proportionnel intégral, et de façon à ce que ce que pensent les Français soit véritablement représenté par des députés valides, si j'ose dire. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement soit prêt à faire cette manœuvre.
Que vous inspire la polémique concernant le projet de privatisation des aéroports de Paris, de l'aéroport de Paris, pardon? Écoutez, a priori, je suis assez partisan de ne laisser à l'État que les fonctions régaliennes. Mais il me paraît que dans la question des aéroports, cette dimension ne doit pas être écartée, car en effet, c'est une ouverture, bon, bien sûr, qui sera contrôlée, au moins l'affirme-t-il le Premier ministre, sur le plan policier. Mais il n'en reste pas moins que c'est un élément considérable de représentation internationale, et le fait de le céder me paraît être un recul de la puissance publique, voilà, et de la France. En ce qui me concerne, je ne suis pas favorable à la vente de cet aéroport, bien qu'il est possible que sur le plan économique, il y ait avantage à ce que ce soit plutôt l'industrie privée qui s'en occupe que l'État. Alors vous savez, Jean-Marie Le Pen, que c'est probablement le dernier blog pendant lequel vous êtes député européen. Ça fait 35 ans. Vous vous rendez pour la dernière fois au Parlement européen. Absolument. Et j'espère y obtenir au moins 1 ou 2 minutes de façon à dire à mes collègues ce que je pense de cette institution, de son évolution et de sa ruine progressive. Et par conséquent, pas de journal de bord la semaine prochaine, car vous serez toute la semaine à Strasbourg. Absolument. Je ne rentrerai que dans le milieu de la semaine, mais peut-être pourrait-on faire ça le jeudi, non? Pourquoi pas? Et en tout cas, nous avons tous hâte de pouvoir visionner la retransmission de votre discours. Oh. En plus, il y aura beaucoup de presse, je crois, car l'événement, sous un angle historique, existe tout de même. C'est toute la grâce que nous nous souhaitons. À très vite, Jean-Marie Le Pen. Au revoir. Merci. Bientôt.